Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous parlons de ce qui est convenu d'appeler l'affaire Desjardins avec Joseph Facal. Hey, Joseph, t'étais certainement comme moi, on fait partie de la même génération. Desjardins, là, au Québec, on avait ça tatoué sur le cœur, là. C'était un marqueur d'identité. Je me souviens, moi, quand t'étais jeune, puis t'arrivais à un certain âge, tes parents te disaient, on va t'ouvrir un compte chez Desjardins. Puis là, j'étais allé avec mes parents, là, à 15 Pop. Puis là, après ça, je revenais, là, j'avais mon petit carnet jaune, orange et brun dans la poche de mes jeans, puis je te dis que c'était quelque chose. J'avais mon compte chez Desjardins. Puis quand tu regardes ça, Joseph, Hydro-Québec, c'est la même affaire, tu sais, puis Bombardier. Là, Hydro-Québec, il n'y a plus personne vraiment qui a vraiment une grande émotion en entendant le mot Hydro-Québec. Bombardier, on a donné la C-Series à Airbus, puis Desjardins s'est rendu une institution financière comme les autres. Ils sont en train de fermer le succursale en région, les services au comptoir, tout ça. Bref, on a ces entreprises-là qui étaient quand même des marqueurs d'identité. Maintenant, c'est des entreprises comme les autres. Même chose avec le Canadien. Non seulement ce sont des entreprises comme les autres, mais même dans certains cas, certaines des plus belles entreprises québécoises sont rachetées par des intérêts américains ou autres. Rona, par exemple, pour n'en citer qu'une. Oui, tu as raison, écoute, c'est absolument déplorable. À un moment donné, François Legault avait exprimé des préoccupations relatives au maintien des sièges sociaux au Québec et à l'importance de redonner du tonus au Québec Inc. Il en aurait bien besoin, le Québec Inc. Moi aussi, comme toi, je me rappelle avec nostalgie du petit livret, des deux petits livrets, en fait, qu'on avait. Puis là, on regardait, là, je suis rendu à 37 et 31. Il faut que je me rende jusqu'à 120 pour pouvoir me payer le vélo que je veux avec le siège banane, tu sais. Je me rappelle parfaitement de ça. Et puis, périodiquement, tu sais, au moment où l'informatique et les imprimantes sont apparues, tu te rappelles, on pouvait mettre à jour notre livret, on le rentrait là-dedans, puis tu avais tout l'historique de nos transactions qui apparaissait, plus 2,18, moins 4,40. Tu sais, c'était nos montants de l'époque, là, tu sais. Je me souviens de l'odeur de mon carnet de caisse, des caisses pop et tout ça. Tu sais, c'était important. Puis l'image de Desjardins, tu sais, ils l'ont laissé tomber totalement. Comme je le dis, là, tu sais, avant, c'était une coopérative, puis tout ça. Puis Desjardins était plus à l'écoute aussi du petit épargnant, tout ça. Maintenant, c'est une banque comme une autre. Je vois pas vraiment de différence entre Desjardins puis la Banque Royale, puis Toronto Dominion. J'en vois plus, là. Richard, moi, je suis prêt jusqu'à un certain point à accepter que le marché financier a changé, la mondialisation, patati patata, je sais tout ça. Mais il y avait effectivement un caractère distinctif qu'il aurait fallu préserver. Je suis pas contre certains ajustements. Je comprends très bien, par exemple, que les transactions en ligne soulèvent la question tout à fait pertinente de savoir s'il faut maintenir des comptoirs de services concrets dans le dernier village le plus reculé du Québec. J'admets que ces questions se posent, mais il y avait clairement une dimension distinctive, identitaire, qui s'est effilochée et qui l'a vraiment, dans l'épisode des 24 dernières heures. Alors là, je me demande si c'est l'envie de pleurer ou l'envie de vomir qui est la plus forte chez moi. Écoute, c'est plus qu'une gaffe, là. C'est être complètement déconnecté de ce que c'est le Québec, là. C'est une catastrophe, c'est un ratage absolu, c'est un coup de poignard et il est d'autant plus douloureux que le coup de poignard, cette fois, ne vient pas de Toronto. Et par-dessus le marché, on y ajoute des explications tarabiscotées, minables et qui en disent long aussi. Écoute, d'abord, je fais ici référence à cette pub pour la Journée des Patriotes où on voit un jeune homme de dos avec un drapeau du Canada.
D'abord, évidemment, cette pub, tu vois qu'elle a été faite avec soin au plan technique. Alors, Mhm. évidemment, l'infographiste remet ça à la direction et tout ça a bien dû être approuvé par un ou des cadres. Il y a des gens au marketing, il y a des gens aux relations publiques et personne n'a allumé. Par ailleurs, comme diverses caisses, plusieurs caisses s'en sont servies, ça veut donc dire que cette pub-là, elle était disponible, elle pouvait être téléchargée et utilisée par telle ou telle Mhm. caisse qui en aurait eu envie. Et tout ça a duré une journée complète avant des excuses. Et regarde comment les excuses sont formulées. Hein? On s'excuse d'avoir choqué la communauté québécoise. La Alors là, communauté c'est rendu, québécoise, le peuple québécois, on est une vraiment. communauté culturelle comme une autre maintenant. Voilà qui a dû faire plaisir à Valérie Plante. Ils ont dû danser dans le quartier de la francophonie à Montréal. Tu sais. Non, écoute, c'est absolument, absolument Mais pitoyable. D'autant plus qu'évidemment, quand il s'agit d'embarquer dans toutes les idéologies EDI woke à la mode, ah, là-dessus, vraiment, Desjardins ben et ça oui. coche, comme on dit. Non, écoute, c'est absolument pitoyable. Pitoyable. Moi, évidemment, j'ai Et tous mes actifs chez Desjardins. Je ne sais pas ce que je vais faire, là, mais je disais Guy Nantel sur les ben, médias sociaux, lui dit je vais tout retirer, je pense que je vais fermer mes comptes, tout ça. Écoute, comme j'écris dans ma chronique aujourd'hui, un village au Québec, c'était quatre choses. Une église, un Jean Coutu, un bar de danseuse, puis une caisse pop. T'avais ça, t'avais un village. C'était ça un village. ouais, Ces quatre affaires-là. C'est une des institutions, là, un des ouais. piliers d'un village au Québec. Et Desjardins, il Là, y là, avait. là, évidemment, ouais. Ouais, là, évidemment, Richard, pour ne pas te mettre dans l'embarras ni embarrasser la direction de Cube, je te dirai pas ce que j'ai envie de te dire sur le déclin et la fermeture des bars de danseuses. Ça, c'est un autre sujet. Tu m'inviteras pour parler de ça. Mais tu as tout Mais, à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'était un marqueur identitaire, ben oui. le mouvement des jardins. Écoute, à l'âge que j'ai, à l'âge que j'ai, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'époque des années 90, quand il y avait un grand mouvement national au Québec dans la foulée de Bélanger-Campeau, à l'époque de Claude Belland, puis à la suite, à l'époque d'Alban d'Amour, c'était vraiment un enracinement dans le Québec réel qui était tout à fait admirable. C'était nous autres. Et là, quand tu vois ça, vraiment, c'est à C'est. pleurer. C'est à Écoute, pleurer. je veux parler des Patriotes. Bien sûr, tu as Ah, OK, écrit un vas-y. merveilleux roman en deux tomes, Si tu vois mon pays, justement sur l'histoire des Patriotes. Et écoute, il y a peut-être un malentendu, hein, parce qu'il y a peut-être Vas-y. certaines personnes qui croient que c'était des indépendantistes, les Patriotes, qui luttaient pour avoir un pays, pour séparer le Québec du Canada. C'était pas vraiment ça, là, la lutte des Patriotes. Euh, oui, non, en partie. En fait, plus je creuse cette période, plus je me rends compte de son extraordinaire complexité. D'abord, évidemment, il y a eu essentiellement deux vagues, l'automne 37 et l'automne 38. La vague de l'automne 38, celle menée par Robert Nelson, elle est plus radicale. Ce sont des gens réfugiés aux États-Unis qui traversent la frontière, arrivent ici et effectivement, Nelson lit une déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Oui, rapidement, évidemment, l'armée britannique arrive, tire et ils repartent de l'autre côté de la frontière. Le mouvement de l'automne précédent, lui, est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus... Il y a des gens qui veulent des réformes politiques et qui disent, ben écoutez, si on est des citoyens de l'Empire britannique, on pourrait-tu avoir les mêmes droits que les Britanniques? Et il y a toutes sortes d'interprétations qui ont été données. Tu as une interprétation conservatrice qui remonte au siècle dernier, un historien comme Thomas Chappet, par exemple, pour qui les patriotes étaient des espèces de felkistes un peu écervelés.
tu as une interprétation plus indépendantiste autour de Maurice Séguin qui dit c'est un authentique mouvement de libération nationale. Tu as même eu une interprétation marxiste à partir des classes sociales qui disait tu avais le peuple et tu avais une élite des professions libérales versus l'oligarchie britannique, l'Église et les seigneurs propriétaires des terres. Tu as une interprétation plus républicaine qui, elle, insiste sur les revendications autour de la souveraineté du peuple, l'égalité des droits contre la monarchie. Et je dois te dire, Richard, que ces dernières années, et je pense que dans mon roman, je l'ai un peu placé en filigrane, j'ai beaucoup d'intérêt pour une interprétation plus neuve, plus récente, qu'on doit à des historiens comme François Deschamps, comme Anne-Marie Sicotte, qui est, et je te la résume brièvement, ce qu'on pourrait appeler la thèse du coup d'État. C'est-à-dire que à l'automne 1837, ce que tu as, c'est une insurrection des Anglais de Montréal, qui, eux, refusent carrément d'être sous la tutelle d'un Parlement qui serait contrôlé par les francophones, qui trouvent le gouverneur Gosford beaucoup trop conciliant et qui veulent refonder par la force les institutions politiques d'ici. Ils se regroupent autour de la Montreal Constitutional Association. Et je te le donne en mille, Richard. On trouve quel nom parmi cette aile ultra-Tory, orangiste, qui finance des milices armées comme le Doric Club? On trouve Peter McGill, on trouve John Molson, fils, on trouve J.S. McCord, le père du fondateur du musée McCord à Montréal. Autrement dit, on trouve quelques grands noms du Golden Square Mile britannique de Montréal. Et oh, comme l'histoire permet d'effacer le passé pour devenir philanthrope et s'acheter une nouvelle virginité. Et ces gens-là, au fond, trouvent que le gouverneur est beaucoup trop mou. Ils n'attendent que l'occasion d'obtenir l'imposition de la loi martiale, de déployer l'armée et de remplir les prisons d'innocents. Et ils ont trouvé leur homme pour faire la sale job, le général Colborne. Et c'est ce qui arrive effectivement. Et 400 ans plus tard, tu as maintenant des anglophones de Montréal qui continuent à dire il faut que Montréal se sépare du reste de la province parce que la province est trop méchante envers les anglophones, puis etc. C'est dans la foulée de ça. Là. Et qui continue à nous faire le coup de « on est la minorité ». Et la vérité, c'est que beaucoup de Québécois francophones achètent ce positionnement absurde qui est que les anglophones seraient la minorité et nous, les francophones, on serait la majorité oppressante. Alors qu'en fait, si on recule un peu pour prendre du large, on s'aperçoit qu'évidemment, les anglophones du Québec sont l'extension de la majorité canadienne nord-américaine et que c'est nous, en fait, les francophones du Québec, qui sommes la minorité de plus en plus minoritaire. En fait, Richard, c'est pas compliqué. Dans le Canada d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule minorité que tu peux insulter à répétition sans le moindre risque, les francophones du Québec. Et pour connaître cette histoire-là, tiens, un petit message aux gens de Desjardins. Pour connaître cette histoire-là, ben, soit vous lisez des essais sérieux, etc., ou il y a le roman de Joseph qui incarne cette histoire-là par des personnages passionnants. Stéphanie Villeneuve, notre collègue, a commencé à lire ton livre, puis elle est vraiment accrochée, comme on dit, là, parce que tu expliques cette période-là de l'histoire qui est extrêmement importante. On vit encore les échos de ça par des personnages. Et si on avait beaucoup d'argent, si on avait beaucoup de budget au Québec, c'est sûr qu'il y aurait une série télé à partir de tes livres. C'est sûr et certain, mais ça coûterait trop cher. Malheureusement, vraiment de faire des choses Écoute, historiques comme ça. Mais...
L'autre jour, je donnais une entrevue et beaucoup de gens me disaient waouh, quelle télésérie Oui, ça ferait. c'est sûr. Notre collègue Benoît Dutrisac a eu la gentillesse de me le dire l'autre jour. Je vois même les images, mais tu as raison. Évidemment, c'est un roman de 1200 pages, des centaines de figurants, des scènes de bataille, des incendies, des bateaux à vapeur, des trains. Ce serait une Non. espèce de super production. Et n'oublions pas, Ça serait j'aime toujours le répéter, Ça serait le Napoléon de Kubrick. mais au cœur de ça, au départ, c'est une histoire d'amour, mon truc. Mais bon, effectivement, ça se passe dans un contexte historique assez haut en couleur. Ben alors, demande à ton éditeur d'envoyer les 2 tomes à Desjardins pour qu'il puisse le lire et qu'il puisse se rappeler c'est quoi les patriotes. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le drapeau du Canada. Merci beaucoup, Non, vraiment Joseph. pas. Ça Demain, marche. j'aimerais Salut. qu'on revienne sur ta chronique d'aujourd'hui. Une autre professeure Parfait. d'université qui a été censurée, une histoire que je ne connaissais pas et qui est assez Parfait. ahurissante. On en parlera demain. Merci. En effet, avec plaisir. Salut. Bye.